Livre 5. Titre du livre: La cuillère. Photo d'illustration et auteur: Ammar Belmostefawi. Quatrième de couverture: âme sensible, s'abstenir. Avertissement: toute coïncidence ou ressemblance avec des personnages est involontaire et fortuite. N'y allez pas avec le dos de la cuillère, sauf si votre vie en dépend. Ammar Belmostefawi. Chapitre 1. La cuillère. La cuillère, ce n'est pas une cuillère à soupe, mais une cuillère à café. Ce livre aurait pu s'appeler autrement, mais c'est le seul ustensile qui est présent dans cette sombre pièce. Il y a aussi une tasse couleur blanc nacré, décorée, ornée de fleurs bleues, qui me sert pour boire aussi bien de l'eau que du café. Je dois positionner mon godet à un endroit précis lorsque j'ai soif. Quand ils s'en rendent compte, ils ouvrent une trappe et ils me remplissent ma tasse. Idem pour ma gamelle pour manger. J'ai aussi accès à une couverture et un matelas. Je possède un léger puits de lumière, mais pas de liberté. Impossible de te dire combien de temps je suis enfermé entre ces quatre murs et pourquoi. J'oubliais. La tasse est très belle, mais elle a déjà été cassée et recollée. Je ne suis pas spécialiste en fleurs, mais les dessins sur la tasse ressemblent à des chrysanthèmes. Mon seul moyen de communication est ce livre blanc. Tout le reste est imbibé de rouge, couleur sang. Les murs, le matelas, la tasse et même mes vêtements. Ce n'est pas le mien, pas encore. Le mien coule dans mes veines pour le moment. Je sens les murs se resserrer chaque jour, et je vois la mort se rapprocher à petit feu. Si seulement tout cela n'était qu'un cauchemar. Très rapidement, j'ai compris pourquoi cette tasse avait été recollée. Les personnes qui se sont retrouvées à ma place, avant moi, ont sûrement dû vouloir mettre fin à leur jour plutôt que de souffrir. Je me rappelle juste d'une chose: avoir quitté le travail très tard. J'ai pris le dernier métro pour rejoindre ma femme et mes enfants. Je ne suis pas né avec une cuillère d'argent dans la bouche, ou si vous préférez, je ne suis pas né dans un milieu aisé fortuné. Je me suis penché vers un homme assis sur un carton à même le sol, afin de lui donner une pièce, et après, ce fut le noir total. Je me suis réveillé dans cette cellule avec des vêtements qui ne sont pas les miens. La seule chose qu'ils ont pensé à me laisser de ma vie passée, ce sont mes lunettes et la photo de ma famille qui se trouvait dans mon portefeuille. Allez savoir pourquoi. Quelle angoisse, celle de se dire que peut-être, je ne reverrai plus jamais les miens. Je tente de garder espoir. Je crois au miracle. Chapitre 2. Montre les bras. Montre les bras est la première phrase qu'ils m'ont prononcée. Dans un premier temps, j'ai refusé. Ils m'ont dit que si je refusais, ils me couperaient un doigt. Je me suis exécuté. Ils m'ont fait une prise de sang sur le bras gauche et ils m'ont marqué un numéro sur l'autre bras, sorte de matricule. C'est le chiffre 213. J'ai peur. Comme tous, j'ai déjà eu un numéro de sécurité sociale, de carte bleue, de compte en banque, mais pas un numéro de prisonnier. Qu'est-ce que j'avais pu faire pour mériter cela? Je n'ai jamais fait de mal à personne, à qui que ce soit. Est-ce une expérience? Est-ce que c'est une plaisanterie, une caméra cachée? Vont-ils me prélever mes organes, me faire souffrir à petit feu? Je ne sais rien de tout cela, pour le moment. En attendant, ils m'ont retiré un peu de mon sang, inscrit un numéro avec une sorte d'encre indélébile, un tatouage. J'ai tenté d'effacer cette écriture sur mon bras, façon pour moi de supprimer cette condamnation que je refuse. Si j'ai fait du mal à quelqu'un, je veux un avocat. Je veux être jugé selon les lois de ce pays et faire valoir mes droits. Le seul moyen qu'ils m'ont laissé pour m'exprimer est ce fameux livre posé à même le sol et un stylo bic noir. C'est la seule chose pour laquelle je leur suis reconnaissant. C'est difficile de se retrouver seul, sans repère spatio-temporel. Je ne connais ni le jour ni l'heure. Des fois, j'entends des bruits sourds. Je pense que je ne suis pas seul dans ce qui semble être une prison. La petite trappe qui laisse passer une lumière d'espoir laisse parfois échapper des cris et des bruits.
Je pense que d'autres personnes sont sur le point de devenir folles et tentent de mettre fin à leur jour d'une manière ou d'une autre. J'en fais cette déduction en regardant les traces de sang dans tous les coins de cette cellule, même le haut plafond. Chapitre 3. Deux grosses voix. Généralement, deux grosses voix font leur apparition une fois que le filet de lumière disparaît. J'ai déjà réussi à percevoir ces deux hommes vêtus de blanc en tentant de regarder à travers la petite trappe qui sert de communication entre eux et moi. Je sais qu'un jour, cette porte s'ouvrira et ce sera mon tour. Tous les soirs, je me prépare au combat. Je mets ma cuillère entre les doigts et je suis prêt à en découdre, à me battre jusqu'à mon dernier souffle. Ils ne m'auront pas. Je dois sortir de cette prison, mais vivant. Mais comment faire ? Chaque prison possède une sortie, une échappatoire. Ce livre est un exutoire ou mes mémoires. Je me suis passionné pendant des années d'évasion de prison jugée inviolable. Je veux être le premier à sortir de cette situation atroce et témoigner de toutes ces horreurs. L'odeur, les murs, tous ces objets, cette pièce sont témoins de leur expérience. Il y a des restes d'ADN absolument partout. Il n'y a que dans l'imagination d'un humain et dans les films qu'on peut s'imaginer de telles scènes. Celle d'un homme traîné par deux bourreaux en tenue de chirurgien, amenant leur numéro de matricule vers une pièce où personne ne ressort vivant. Je me suis amusé à compter le nombre de fois où la lumière réapparaît et les jours où une odeur de cadavre grillé empeste les canalisations. Je fais des traits sur les murs de cette prison chargée d'émotions. Ils doivent brûler les corps afin de ne pas laisser de traces de leur exaction. 3 solutions s'offrent à moi. Tenter de m'évader, me suicider, me laisser faire. C'est contre ma nature de mettre fin à mes jours, et c'est pourtant la solution la plus simple. Il faut juste que je casse cette tasse que j'ai frottée à plusieurs reprises afin de tenter de retirer les taches de sang à l'intérieur de cet objet qui a pour fonction de m'abreuver. Comme pour les autres avant moi, ils recolleront cette tasse comme si de rien n'était et d'autres comme moi continueront à l'utiliser. Il faut que je sorte de cette situation rapidement. Mes jours ou même mes heures sont comptées. Chapitre 4. Brique à brique. Brique à brique, j'ai analysé la pièce sous tous ses angles. Pas d'échappatoire. La trappe ou la porte sont une solution possible pour m'évader. Avec ma cuillère, j'ai tenté de forcer la porte discrètement. Aussi bizarre que cela puisse te paraître, cette cuillère est comme ma clé de sortie. Elle me sert également de miroir. Quand je me regarde dans le creux concave de cet ustensile, je perçois mon ombre à l'envers. De l'autre côté, la partie convexe, je suis dans le bon sens. Vous allez trouver cela fou, mais je n'avais jamais remarqué cela auparavant. Je ne suis plus que l'ombre de cette cuillère. Qui est en train de s'inquiéter pour moi en ce moment ? Est-ce que je manque à ma femme et à mes enfants ? Et mes amis, ma famille ? Qui cherchent après moi ? Est-ce que mon entourage pense que j'ai tout quitté, que je les ai abandonnés ? Ma femme va-t-elle refaire sa vie avec un autre homme que moi ? Qui va subvenir aux besoins de mes enfants ? Mes collègues vont supposer que j'ai quitté le bateau pour une autre vie que celle au bureau. Or, ce n'est pas le cas, ce n'est pas mon cas. Beaucoup disparaissent, sont portés disparus du jour au lendemain, sans laisser de traces, mais pas forcément de leur propre volonté. Que se passerait-il si je criais de toutes mes forces ? Est-ce que leur but est de me rendre fou ? Et si c'était juste des concurrents à mon entreprise, qui voulaient me faire chanter ou faire disparaître leur meilleur élément ? Peut-être même que c'est quelqu'un de proche qui veut ma mort. Il me faut trouver une solution dans les plus brefs délais, avant que les pas que j'entends derrière cette porte s'arrêtent devant ma porte. Le puits de lumière commence à disparaître une fois de plus et je n'ai toujours pas trouvé de solution. Je ne devrais pas écrire ces informations en rapport avec mon évasion sur ce livre blanc, mais c'est la seule chose que je peux laisser si je disparais pour toujours. Je ne suis pas le seul à avoir laissé une trace sur ce livre. On peut apercevoir sur chaque page des empreintes de doigts réalisées à partir de sang. Personne n'a dû trouver la force d'écrire avant moi. Ils devaient être trop tétanisés
par leur propre devenir. Moi, je veux ressortir avec ce livre qui me servira de témoin, de pièce à conviction de tous ces crimes. Chapitre 5. Enlever pour durer. Je n'ai trouvé que cette solution pour vivre un peu plus longtemps. J'ai retiré chaque chiffre présent sur mon bras droit. Je n'ai pas utilisé la cuillère pour le faire, mais la tasse. Je l'ai cassé minutieusement et j'ai gratté mon bras droit avec toute la nuit afin d'être sûr et certain qu'il ne puisse lire un seul numéro sur mon bras. Je mettais toutes mes chances de mon côté pour durer dans le temps, trouver une solution. Rapidement, ils se sont rendus compte que j'avais cassé ma tasse. J'ai entendu des pas se rapprocher de ma cellule, ainsi que des voix derrière ma porte. Je ne sais pas comment vous expliquer cela, mais quel plaisir et à la fois quelle peur d'entendre des personnes parler. Si seulement je pouvais m'adresser à quelqu'un, rire ou sangloter. J'avais la force d'écrire, mais pas celle de pleurer. Ils ont fini par ouvrir ma porte. Ce n'était sûrement pas la dernière fois, pas encore. Je n'ai pas eu le temps de réagir. Ils m'ont électrocuté. Je suis resté bloqué, recroquevillé sur place, en position du fœtus. Je n'arrivais plus à bouger. Ils ont embarqué le morceau de tasse manquant avec lequel je m'étais tailladé le bras droit, et mon cahier blanc. Ils m'ont piqué et je me suis évanoui. Quand j'ai repris connaissance, mon cahier était de nouveau remis à sa place, la tasse avait été recollée. Mon bras avait également été soigné. Un des geôliers finit par s'adresser à moi. « Bien joué pour ton bras, reste tranquille. Ton tour viendra. » La trappe se referma. J'étais assis à même le sol, mes jambes recroquevillées sur mon corps. Qui était-il pour me dicter le jour de ma mort ? Je n'arrivais plus à me maîtriser. Je tremblais de tout mon corps alors que je tenais fermement avec mes bras, mes jambes contre mon abdomen. Si j'ai réussi à retarder leur plan, je peux sortir de ce trou à rats. Mon imagination m'aidera. L'être humain est plein de ressources pour sa propre survie. Mais pourquoi ne m'ont-ils pas confisqué mon cahier, sachant que je cherche à m'évader ? Chapitre 6. Sortir de là. Sortir de là, c'est mon leitmotiv. Je n'ai pas eu le droit de manger pendant plusieurs jours, mais je ne me suis pas laissé abattre pour autant. Il faut que je me creuse les méninges. Toute solution trouvée ne sera que bonne à partager dans ce livre. Je ne sais pas pour quelle raison ils font cela, mais apparemment, ils nous laissent nous exprimer sur des cahiers. C'est sûrement une façon pour eux de savoir ce qui se trame dans notre tête, ou pour laisser un espoir de vie à notre esprit. Ça fait sûrement partie de leur expérience. Ou ils veulent peut-être récupérer nos organes en meilleur état, avec le moins de stress possible dans notre corps. Ils ont en effet enfermé notre chair, mais pas notre esprit. L'esprit est libre, il peut voyager. Ils ne peuvent contrôler mes pensées. Je me suis amusé à recenser tout ce qu'on peut faire avec une seule et même cuillère. Peser, mesurer, verser, transvaser, doser et bien d'autres choses. Une véritable arme de guerre. Le peu de choses qui s'offrent à moi dans cette pièce vont m'être utiles pour m'échapper, ou du moins, pour occuper mon esprit. Je ne sais pas pour quelle raison, mais j'ai commencé à compter le nombre de briques qui composent cette prison. Je ne trouve jamais le même chiffre. Ces briques sont énormes. Elles donnent l'impression de pouvoir résister à une contrainte physique importante. Cela voudrait signifier que je ne suis pas loin du lieu dans lequel je me suis fait enlever. Les secours vont, vraisemblablement, regarder les dernières caméras et retrouver ma trace. Ils vont fouiller tous les recoins de cette ligne de métro pour me retrouver, peut-être pas sain mais au moins sauf. J'entends les deux grosses voix se présenter à ma porte. Comme au tout début, ils me demandent de tendre mes deux bras à travers la trappe qui se trouve au niveau de la porte. Au moment où je m'exécute, mon cœur bat très fort. Ils me menottent les mains. Je ne peux plus extraire mes bras de ce piège. Ils m'électrocutent de nouveau. Je crie, je hurle de toutes mes forces, je m'agite pour tenter de me dégager de ce piège. Je sens une seringue piquer ma veine du bras gauche. Juste après, je les vois de nouveau me marquer le même numéro que celui qui avait été affiché sur mon bras. Le numéro 213. Ils ont dû retrouver mon dossier. Mon tour ne va pas tarder. Mais combien de détenus sommes-nous enfermés dans les profondeurs de cette vieille construction ? Chapitre 7. Cette prison est-elle sous terre ou sur terre ? Cette prison semble grande, très grande. Lorsque je me suis débattu de toutes mes forces, j'ai pu apercevoir plusieurs autres cellules
ayant la même porte que la mienne. Je me suis donc décidé à tenter de communiquer avec des éventuels voisins. Sur ma gauche, pas de bruit perceptible. Sur le mur à droite de la porte, j'entends pleurer sans arrêt depuis peu de temps. Il doit y avoir un nouveau locataire. Je n'arrive pas à percevoir ce qu'il dit et à qui il parle. Je pense qu'il s'adresse à lui-même, mais je n'arrive pas à donner du sens à ses paroles. Je tente de communiquer avec lui en tapant avec ma cuillère à café. Je finis par avoir un retour de sa part. Il faut croire que mon locataire a le droit au même traitement que moi. Il possède lui aussi une cuillère. Je tape 3 fois contre le mur. Il semble faire la même chose. Je change le nombre d'impacts sur la muraille et je reçois un retour identique. Je m'éloigne du mur et je tente de faire la même chose de l'autre côté. Il n'en est rien. Pas de voisin sur ma gauche. Je vais sonder tous les murs et chaque brique avec ma cuillère. À chaque fois que je taperai sur une brique, je mettrai un trait. Des fois je me trompe, je recommence encore et encore. Ce sera mon activité du jour. Rien ne semble sonner creux. Cette construction corpulente semble indestructible. Mais il y a forcément un point faible. Après les murs, ne pouvant atteindre le plafond, je m'attaque au parterre. Centimètre par centimètre, je viens frapper ma cuillère contre le sol. Rien ne semble indiquer une faiblesse. Je dois être dans les vestiges d'une véritable forteresse. Je pense tout de même avoir enfin trouvé une solution pour voir ce qui se passe dans le couloir de la mort. Au moment où je tente d'ouvrir la trappe avec ma cuillère magique, qui est mon allié dans ces moments difficiles, je semble entendre de plus en plus un bruit sourd contre le mur droit. Mon nouveau voisin semble ne plus pouvoir supporter ces conditions de détention. J'entends ce qui semble être sa tête frapper de plus en plus fort contre le mur de briques, et puis soudain plus rien. J'espère que le fait d'avoir sondé ma cellule toute la journée n'a pas rendu fou mon voisin à cause de moi. Chapitre 8. Pour arriver au même point de départ. Pour arriver au point de départ, je suis le champion. Mon voisin du mur droit a avalé et rendu sa cuillère. Si vous préférez, il est mort. Il aura choisi cette option de mettre fin à ses jours en se tapant la tête contre le mur jusqu'à ce que mort s'ensuive. Personne n'est venu le sauver de sa folie. Ils ne sont intervenus que lorsque la lumière a disparu. Cela veut dire qu'ils ne sont pas forcément présents tout le temps pour nous espionner et nous surveiller. Avec ma belle cuillère, j'ai réussi à exercer une pression sur le côté de la trappe afin de voir ce qu'ils allaient faire dans la prison d'à côté. J'ai vu des hommes en blanc ressortir avec une civière sur laquelle se trouvait une personne qui devait avoir entre 20 et 30 ans, typée indienne. Encore une victime de ce métro ? Pour vous situer, je travaille à proximité de la rue de Belleville, dans le 19e arrondissement. J'ai pris le métro, ligne 3 bis, porte des Lilas. C'est à cet endroit que j'ai disparu. J'ai été beau, amoureux, juvénile, comme cet inconnu qui s'est donné la mort. En peu de temps, je suis devenu l'ombre de moi-même. Je me suis refait la scène de mon enlèvement. Et si j'avais pris le métro plus tôt ? Il faut croire que trop de travail finit par nous tuer, d'une manière ou d'une autre. Soudain, une idée m'est venue en tête. Et si c'était mon tour demain ? Je n'ai pas eu le temps de répondre à cette question qui m'a traversé l'esprit. Un des tortionnaires s'est dirigé vers ma cellule. J'ai juste eu le temps de relâcher la trappe avec ma cuillère, qui me servait d'effet levier, pour me précipiter dans mon lit et me mettre en boule sous la couverture, tel un enfant pris en faute. L'homme qui a positionné sa tête au niveau de la trappe m'a annoncé le contraire de son collègue. « Tiens-toi tranquille si tu veux retrouver ta famille un jour. » Mon temps est compté. Je suis le prochain sur leur longue liste. Quelques minutes après, on pouvait sentir l'odeur d'un corps brûlé traverser les épais murs de mon cachot. Il s'était débarrassé du corps de mon voisin de cellule. Est-ce que notre esprit prend la forme d'une fumée lorsque nous quittons à jamais notre corps ? Chapitre 9. À s'évader pour la liberté. À s'évader pour la liberté. C'est le titre que je voulais donner à cet ouvrage plein de sang. Mais j'ai préféré la cuillère, car elle m'accompagne dans ces longs moments d'attente semblables à une agonie. J'ai récapitulé toutes les informations que j'ai pu recenser ces derniers temps. Quand j'ai fini par fermer les yeux, la cuillère dans ma main,
j'ai cru entendre des chuchotements tout le temps où j'étais entre l'éveil et le sommeil. Tous les fantômes restés coincés entre ces murs sont venus me glisser des mots, comme s'ils me prévenaient que mon tour allait arriver. Je suis presque mort, mais ne croyez pas que je suis resté inerte tout le temps où je suis resté enfermé dans cette cellule. Outre l'écriture de ce livre, en 2 coups de cuillère à peau, ou si vous préférez très rapidement, très aisément, j'ai fait du sport dans ma cellule, notamment des pompes, des abdos, des squats et des fentes. Je te le dis et le redis, je vais me battre et me débattre jusqu'à mon dernier souffle. Ils ne vont pas me ramasser à la petite cuillère, comme mon voisin de cellule. De plus, ce livre est un vent d'espoir, car j'ai pu accoucher de mes pensées. Je le sais et je le sens. Je suis sur le point de trouver une solution. Il me faut encore gagner du temps. Qui sait ce qu'il peut se passer d'une seconde à l'autre? Ils peuvent ouvrir ma cellule, et quelques heures après, ce sera mon corps qui sera réduit à l'état de cendre et qui se propagera dans toutes les cellules voisines. Je pense que si je sors de ces profondeurs, je ne serai plus le même homme. Mon regard sur la vie aura changé. Je prendrai plus de temps de vivre et de partager des moments en famille. Je ferai ce que j'ai toujours voulu faire, monter un club d'échecs et quitter mon poste de cadre supérieur pour ouvrir un magasin de torréfaction de café. Je crois que cette cuillère à café me donne l'envie de me poser sur une terrasse et profiter du soleil autour d'un expresso. Quoi qu'il arrive, j'embarquerai cette cuillère à mes côtés et elle restera mon fidèle compagnon. Cet objet que tout le monde utilise tous les jours, sans y donner la moindre importance, est devenu un outil chargé de symboles depuis que je suis enfermé contre mon gré. Il a fallu que je me retrouve dans ce genre de situation pour faire une introspection sur la vie et mon devenir. Jamais je n'aurais pensé un seul instant qu'il m'arriverait ce genre de choses. Au grand jamais. Chapitre 10. Par le bien, par le mal. Par le bien, j'ai trop souvent récolté le mal. Combien de fois j'ai aidé des gens dans le besoin et je me suis retrouvé seul du jour au lendemain, sans amis. Combien de fois j'ai prêté de l'argent ou même un livre que je n'ai jamais récupéré. Combien de fois j'ai tendu la main à quelqu'un qui était au fond du gouffre et aujourd'hui, c'est moi qui m'y retrouve sans personne, à part moi, pour me sauver de cette situation. J'ai donné une pièce à un mendiant et je me retrouve enfermé dans cette prison numéro 6. Je ne connais pas la raison de cet enfermement, mais je finirai par obtenir des réponses à mes questions, quoi qu'il en devienne. Ils m'ont surpris en ouvrant brusquement ma cellule ce matin. Est-ce que j'aurais dû tenter de m'évader quand ils ont ouvert ma cellule? Je n'ai pas eu le temps de réagir. Un tuyau à la main, ils m'ont demandé de retirer mes vêtements et de me placer au niveau des toilettes turques. Ils m'ont arrosé d'eau. J'ai juste eu le temps de mettre mon livre, ma photo de famille à l'abri de ce flux d'eau glacée et de retirer mes lunettes. Ils m'ont ensuite balancé une serviette. Je me suis séché et j'ai renvoyé le torchon en leur direction, comme ils me l'avaient demandé. Après coup, je me sentais comme lavé de tout péché. À ma plus grande surprise, ils ont décidé de partager ma cellule avec un autre condamné mal en point. Ils l'ont déposé via une civière à même le sol. Pourquoi m'avoir apporté une telle compagnie? Cela risquait de retarder mes plans, ou pire encore, les accélérer. Un ami me disait toujours qu'il faut une longue cuillère pour souper avec le diable, ou si vous préférez, il faut se tenir à l'écart des individus douteux et dangereux. Je me suis approché de mon nouveau compagnon avec précaution. Le jeune homme devait avoir entre 20 et 30 ans également, le même profil que le jeune Indien et moi-même. Il répéta à de nombreuses reprises que j'étais dans la cellule numéro 6. Cela n'avait pas trop d'importance, mis à part que dans mon esprit, ce chiffre ressemblait à une cuillère. Avant de s'évanouir, il eut le temps de lever son haut avec le peu de force lui restant. Il avait été recousu au niveau de la dernière côte. J'ai tout de suite pensé à un rein. Ils nous volent nos organes. Pour qui, pour quoi faire? Pour des personnes riches dans le besoin? Est-ce que ma vie a moins d'importance que d'autres humains? Est-ce que tout s'achète et se vend? Même la vie? Chapitre 11. Tunnel qui est composé de 66 cellules. Tunnel qui est composé de 66 cellules.
et ce qu'a répété mon hôte toute la nuit. Quand ils sont revenus prendre sa tension, on devait être au petit matin. Je n'en ai pas la certitude. Quoi qu'il en soit, ce qui semble être un médecin, accompagné de deux bourreaux, m'indiqua que nous allions bientôt sortir de la soupe tous les deux. Je ne l'ai pas cru un seul instant. J'ai eu la chance d'avoir une douche froide, mais mon compagnon de cellule avait eu une douche à la bétadine. Son corps en portait encore l'odeur et la couleur rouge. J'avais quasi toutes les pièces du puzzle pour comprendre pourquoi je m'étais retrouvé tatoué d'un numéro après une prise de sang. J'étais un numéro de dossier qui attendait son tour, vraisemblablement, dans les sous-sols du métro parisien. L'homme qui se tenait à mes côtés me serrait la cuillère, ou la main si vous préférez. Il tremblait de tout son corps, il paraissait effrayé par moi. Je ne cessais de lui répéter que nous allons sortir tous les deux vivants de là. J'avais trouvé une solution. Il devait me faire confiance. Je veux tous nous sortir de là. J'ai commencé à m'agiter, à courir en tournant en rond, à taper de toutes mes forces sur les murs et sur le sol. Je me sentais plus que jamais comme un oiseau en cage. D'un coup net, j'ai arrêté de m'agiter. Je me suis rapproché de cet inconnu et j'ai pris sa main sur laquelle atterrissaient mes larmes. Enfin, je pleurais. Je n'avais pas eu de nourriture ni d'eau ces dernières 24 heures. Cela n'était pas de bon présage. Mon co-détenu me demanda de tendre mon oreille et il m'indiqua « Je te crois ». Il n'avait pas dû prendre toutes les précautions nécessaires pour que l'opération de cet homme se passe avec succès. Leur unique objectif était de se servir de nous comme des pièces détachées et jeter nos carcasses au feu. Je serrai la main de cet homme dans laquelle se trouvait mon porte-bonheur, ma cuillère. J'ai prié. Mon Dieu, pourquoi moi? Il fallait que j'avance, que je continue mon œuvre pour nous sortir de là. J'étais devenu le seul espoir pour cet homme. Quand ils sont revenus dans la cellule pour l'imbiber de bétadine, j'ai compris que je n'avais plus qu'une solution pour le délivrer. Je suis passé à l'action. Chapitre 12. Évite souffrance. Évite souffrance. C'est ce qu'il me disait sans relâche avant de me demander de le tuer. Dans un premier temps, j'ai refusé, mais j'avais fait une promesse que je ne devais pas décliner. Il n'a cessé de me répéter que je devais tenir ma parole. Je voulais la tenir, mais pas de cette manière. Je m'y suis farouchement opposé, jusqu'à ce que j'entende des pas, des voix se rapprocher. Ils allaient venir le prendre sa vie. Au pied du mur, alors qu'il me suppliait, je n'ai pas eu d'autre choix que de l'étrangler. Je n'ai pas lâché la pression, jusqu'à ce qu'il rentre dans la prison et qu'il me frappe d'un coup de pied au visage. J'ai commis un acte ignoble. J'étais devenu comme mes bourreaux, mais cette fois-ci, c'était un mal pour un bien. J'avais tenu ma promesse. J'avais libéré cet inconnu de la souffrance à venir. Encore une fois, quelques heures après, l'odeur du corps brûlé de mon succinct camarade de cellule a traversé le mur de cette enceinte. S'ils n'avaient pas récupéré ce qu'ils souhaitaient, ils allaient se venger en remplaçant cet homme par moi. Je ne sais pas ce qu'ils voulaient récupérer comme organe, mais j'ai mis en application les dernières volontés de cet homme. Même mort, ces bouchers ont dû se servir sur la dépouille de ce pauvre malheureux. En faisant le bien, j'allais connaître encore une fois, et pour la dernière fois, le mal. Ils sont revenus dans ma cellule, avec leurs produits rouges, pour m'asperger moi cette fois-ci. Dommage, j'étais si proche du but. Je vais poser ce livre sous le matelas, en espérant que si un autre détenu trouve ce livre, il repérera la solution pour sortir. Elle existe, et elle se trouve à travers ces lignes. J'avais prévu d'embarquer mon fidèle compagnon, ma cuillère avec moi, mais je pense que celui qui lira ce livre entre ses murs en aura plus besoin que moi pour sortir de cette situation. J'aurais encore fait quelque chose de bien avant qu'on décide de me faire du mal. Tel est mon destin. Je vais donc avaler, rendre ma cuillère, ou si vous préférez, je vais mourir. Si seulement j'avais eu quelques heures de plus. Par contre, si toi tu es suffisamment malin, tu peux t'en sortir. La cuillère
te donnera la direction et ce livre la solution. Épilogue. Fin. Malheureusement, je n'en sais pas plus. Je ne sais pas qui a écrit cet ouvrage, ou si c'est une manipulation de la part de mes geôliers. Mais je ne veux pas finir comme toutes ces personnes dans cette prison de murs épais. Je lis et relis le livre. Je commence par le début. Je commence par la fin. Je regarde tous les chiffres inscrits dans cet ouvrage. Je ne trouve pas de solution pour sortir. Est-ce que ce livre est un espoir pour libérer mon esprit ? Est-ce que cette personne était atteinte par la folie de sorte à imaginer une issue de secours ? Une sortie à cette situation tragique ? Cela fait peu de temps et trop de temps que j'occupe la cellule de cet inconnu qui me veut du bien. Il m'a laissé sa fameuse cuillère, cette maudite tasse rafistolée et ce livre blanc. Je compare ma situation à la sienne et je tente de garder mon calme. La solution semble si proche. La réponse se trouve dans 12 pages, mais je n'arrive pas à décrypter la solution. Le message de cet inconnu. Et vous, est-ce que vous avez trouvé la solution ? À ce moment, moi aussi, je tiens cette cuillère usée par ses nombreuses utilisations entre mes mains et je me suis promis de sortir en sa compagnie. Comment une cuillère peut-elle donner la direction alors qu'elle sert avant tout à nous nourrir ? Moi aussi, je me creuse les méninges. Je tente de me rappeler l'endroit où j'ai trouvé cette cuillère. Elle était à même le sol, au fond, en face de la porte de ce cachot et proche du mur qui se situe entre la cellule de gauche et celle de droite. Elle indique 2 briques. Je reprends ce livre et ses 12 chapitres. Je crois y avoir trouvé une phrase cachée en prenant les 2 premiers mots de chaque phrase de chapitre. Les joints entre ces 2 briques semblent avoir été remplacés par du papier mâché, par son ancien hôte. Il manque en effet des feuilles sur le cahier. Elles ont été arrachées. Avec le dos de la cuillère, tant bien que mal, j'ai réussi à retirer le papier ainsi que les 2 briques et j'ai fini par m'extirper de cette cellule sans avoir oublié ce livre plein de sang et cette fameuse cuillère à café. Je n'ai pas embarqué cette maudite tasse. J'avance dans ce tunnel qui semble être un souterrain où passe le métro. Il est indiqué sur les murs bombés « Axo ». Vraisemblablement une station de métro fantôme. À ce moment, je me demande quelle rue peut bien se situer au-dessus de cette station. Cette cuillère que je tenais fermement dans ma main était la clé pour trouver la solution et l'outil pour permettre mon évasion de cette prison. Je longe les rails. Au loin, j'aperçois un tunnel éclairé, une lumière, une lueur d'espoir. J'espère ne pas être pris comme un lapin par les feux d'un train qui fonce à grande vitesse. Même si c'est un train, je préfère mourir, renversé par ce convoi, que de subir d'atroces souffrances. J'aurai appris quelque chose. Avec une cuillère, on peut aussi creuser. Et aussi, avec peu de moyens et de l'imagination, on peut faire de nombreuses choses.